Plaisir de vous retrouver ce matin, Pénélope McQuaid avec vous pour une belle grande émission du mardi. Comme tous les mardis, on a certains de nos collaborateurs récurrents. Donc, dans à peu près une demi-heure, on aura avec nous nos journalistes internationales, Agnès Gruda et Michel Ouimet, pour nous parler des monarchies à travers le monde. Il y en a encore qui ont du poids. Ce ne sont pas toutes des monarchies nécessairement symboliques. Il y a eu des scandales aussi ailleurs. On va faire le tour de la question avec Michel et Agnès. C'est aussi le mardi, le jour de notre trio santé. On va parler de diabète de grossesse avec Chantal Vallée. Le docteur Chantal Vallée, c'est sa spécialité, le diabète. On va parler d'intelligence artificielle en santé avec Denis Fortin. Et est-ce que vous êtes déjà perdu en forêt? Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, dépendant de l'âge que vous avez pas tous réagi de la même façon. Alors, Sonia Lupien, notre spécialiste en neurosciences, va nous expliquer ce qui se passe dans le cerveau des gens qui se perdent en forêt, pardon. Et j'ai l'impression qu'on va apprendre certaines leçons pour notre vie de tous les jours, même si on va pas souvent en forêt. Avec Sonia, on apprend toujours des choses pertinentes sur notre cerveau. On aura aussi avec nous aujourd'hui Richard Reed Parry, qui est un des membres fondateurs du groupe Arcade Fire, alors que l'album The Suburbs, ça fait 10 ans qu'il a remporté le Grammy pour meilleur album de l'année. Ça les avait mis sur la map monde, si on veut. C'était vraiment tout un événement. Alors, il arrive avec plein de projets. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui j'ai parlé cette année qui ont dit la pandémie, moi, ça a fait mon affaire. Lui, ça a été le cas. Il va nous parler d'un nouvel album pour bel orchestre. Il va nous parler de d'autres de ses projets à saveur plus jazz, plus classique et aussi d'un album d'Arcade Fire. Ils ont commencé à travailler ensemble, le groupe. Et alors, on va prendre des nouvelles de lui. Mais tout d'abord, je m'entretiens avec l'animatrice et autrice Varda Étienne. Salut, Varda. Bonjour Pénélope, comment vas-tu? Bien, très heureuse de te recevoir ce matin, vraiment. Merci de me recevoir. Alors, ça fait plus d'un mois maintenant que tu as quitté Big Brother Célébrité. Je pense que le retour n'a pas été si facile aujourd'hui. Comment ça va? Aujourd'hui, ça va très bien. Et lorsque tu dis que le retour n'a pas été facile, c'est-à-dire que ça dure environ 10 jours, je pense que c'est normal. Mm-hmm. J'en ai parlé à Jean-François Guévremont, l'alter ego de Rita Baga. J'ai parlé à Maxime Landry aussi. On a tous réagi de la même façon. C'est-à-dire, le retour à la réalité n'est pas évident parce que il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Être complètement, on vit cloîtré dans cet immense manoir, mais on est coupé de tout, c'est-à-dire on n'a aucun contact avec l'extérieur, que ce soit des membres de notre famille, des amis, on n'a pas le droit, on n'a pas accès à Internet, à l'information, sous toute forme, que ce soit la télé, les médias écrits, absolument rien. Donc, cohabiter avec des gens qu'on n'a jamais côtoyé à l'extérieur de l'aventure, 24 heures sur 24, ça peut devenir lourd. Ça peut devenir lourd, mais en même temps, c'est une belle expérience de vie parce que je serais ingrate de dire que on n'a pas été bien traité par la production. Entourage, Belle, Nouveau ont été, mais vraiment extraordinaires avec nous. Ça, j'ai rien à dire. J'ai même dit à quelques occasions que je n'ai jamais été aussi bien traitée par une production. Alors, oui, OK, d'accord. Alors, en même temps, il fallait quand même vous proposer un écrin, vous proposer le maximum de confort possible compte tenu de l'inconfort qui vient avec, là, parce que effectivement, ça devient... C'était quand même assez étonnant. Mais moi, je veux savoir, Varda, quand on t'a appelé, oui, pourquoi tu as eu envie de dire oui? D'abord, j'ai pas dit oui. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Comme mon agente m'a appelé pour me dire, Varda, écoute, la production de Big Brother veut t'avoir sur le show. Je dis, probablement, moi, je n'ai jamais, et je dis bien jamais consommé de télé-réalité. Non? Non, moi, c'est pas trop, ça ne m'allume pas, mais pas du tout. Je trouvais que, et pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez exhibitionniste, mais j'avais une certaine retenue, j'avais un malaise quand je regardais les gens qui ont participé, que ça soit Occupation Double. Bon, ça, c'est vraiment pas mon truc parce que, j'ai passé l'âge, puis je veux dire, bon. Mais c'était comme un défi. Et je te cacherai pas que, de un, le cachet était très intéressant.
Et tant et aussi longtemps C'était que... quoi? C'était à peu près 6 000 par semaine. C'est ça à peu près qu'on vous offrait? C'est plus que ça. Plus que ça, OK. C'est plus que ça, mais quand même, c'est une expérience parce que tu as toujours peur d'être ridiculisé. Tu te dis, bon, l'âge que j'ai, moi j'ai 48 ans, à faire partie d'une télé-réalité, ça peut avoir des bons ou des mauvais, pas résultats, mais conséquences. Mais est-ce que tu aurais considéré que l'argent, parce que tu es resté combien de semaines? 5 semaines. J'aurais pu rester plus. Ouais. OK. Donc, on imagine des dizaines de milliers de dollars. Est-ce que... Oui. Donc, ça, pour toi, ça aurait compensé? Parce qu'on le sait, Varda, tu t'en es jamais caché. On te suit sur les réseaux sociaux. Tu te promènes en Porsche. Tu t'en caches pas. T'aimes le luxe. T'aimes l'argent. Dans tes troubles de bipolarité, ça passait par là aussi. Donc, il y a quelque chose chez toi. C'est un nœud, mais c'est aussi quelque chose qui te procure beaucoup de plaisir dans la vie d'avoir de l'argent. Là, tu l'as déjà dit. Donc, et puis j'en ai pas tant que ça, c'est ça le pire. C'est que j'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois aussi, le dernier l'année dernière. Bon, j'étais en situation où j'étais avec des hommes qui avaient les moyens, mais c'est drôle parce que, toi, je t'en parle, j'éprouve un certain malaise. Au Québec, on a souvent tendance à, bien sûr, c'est l'héritage, c'est peut-être dû à notre héritage judéo-chrétien, mais il y a un malaise à parler d'argent. Absolument. Parce que, partout ailleurs au Canada, bon, aux États-Unis, on n'en parle pas. Les gens, il y a une fierté même à se pavaner puis exhiber nos avoirs. Mais ce que je dis tout le temps, que tu te promènes en voiture de luxe, il y a 2 façons de le faire. 3 à la limite. C'est que soit tu as les moyens qui te permettent de l'acheter, de te la financer toi-même, donc tu arrives et tu déposes le montant. Si tu as un bon crédit, tu la prends sur 854 versements. Moi, dans mon cas, c'est que j'ai des amis qui sont concessionnaires automobiles. Donc, c'est clair que je ne paie pas ma voiture le même prix que quelqu'un qui va... Donc, ça a beaucoup aidé. Sinon, je n'aurais pas les moyens, c'est clair. Mais... et je dis toujours, moi, j'ai pas de dépendance. J'ai pas de dépendance aux drogues ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est ultra casanière. Moi, je passe énormément de temps chez moi. Et mon dada, c'est les voitures puis les sacoches de luxe. Que c'est sûr que je te dise. Donc, oui. Puis, et aussi, Pénélope, je l'ai jamais caché aussi. Moi, je suis la reine de l'autodérision. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. Je m'auto-proclame diva. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que je m'auto-proclame diva sans opéra. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que je suis une diva. Je suis une diva dans ma tête. Moi, quelle est la définition mais t'as pas comme ton entourage, puis t'as pas besoin de vivre dans un palais avec des montres, avec des marches en marbre et des colonnes dorées. Non, ça limite, c'est évident. Moi, je déteste tout ce qui est kitsch, la vérité, mais tu sais, moi, je suis une fière banlieusarde. Moi, je suis une brossardoise, fière de l'être. Je vais mourir ici. Moi, j'adore tout ce qui est relié à la banlieue, c'est dans les gros centres d'achat, des gros stationnements. Mais t'as un ou 2 lions devant chez toi, Varda? J'en ai aucun, parce qu'encore une fois, je trouve ça ultra quétaine. Je respecte, mais tu sais, j'ai une piscine creusée, puis j'aime ça la nettoyer l'été, puis tu sais, je suis la première. Mais tout ça pour dire que est-ce que le chèque qui venait avec Big Brother Célébrité, c'est la réflexion que tu t'es fait dans ta tête. Est-ce que ça va compenser si je fais rire de moi? Parce que effectivement, les téléréalités, il y a beaucoup de gens qui regardent ça dans l'idée de, de rire des gens un peu qui sont là, malheureusement. Et il y en a qui prennent beaucoup de plaisir et on s'identifie, il y a beaucoup d'empathie. Mais il y a aussi cet autre côté de la médaille-là qu'il faut peser. Donc, que tu as pesé. Mais c'est absolument. Et puis, permets-moi de te corriger, Pénélope, ce n'était pas la raison première. C'était pas la motivation première. Et la preuve en est bien grande, c'est que j'ai quitté volontairement parce que j'ai toujours dit, et je suis très fière de le dire, moi, il n'y a pas assez de zéro sur un chèque qui va mettre en péril ma santé mentale. Ça, c'était clair comme l'autre source, et je n'ai aucun regret. Mais il faut aussi, je ne te cacherai pas que tu le sais, on est en pandémie, le milieu artistique a été touché, comme bien d'autres milieux. Mais déjà que nous sommes en majorité des travailleurs autonomes, ça a eu un impact sur nos revenus. Je trouvais que c'était quand même super sympa d'avoir cet argent-là, mais il ne faut pas aussi cacher que la moitié est partie en impôts, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je suis pas sortie là avec une somme colossale, mais ça n'en demeure pas moins que, moi, en termes de visibilité, ce que ça m'a apporté, je suis extrêmement reconnaissante et j'ose espérer, très humblement, que je n'ai pas été ridiculisée. De toute façon, écoute, je suis partie parce que j'étais en crise. Je n'allais pas bien du tout à la fin et ça faisait 2 semaines.
que je disais à la production, je dois quitter pour moi, et aussi, je ne voulais pas être un fardeau, un boulet pour les autres participants qui, eux, avaient un plaisir fou à vivre à Big Brother. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je te dirais, l'un des regrets que j'ai, mon plus grand regret par rapport à mon expérience, à mon aventure, c'est avoir sachant pertinemment comment je me sentais, j'aurais dû céder ma place à Rita Baga. Bon, peut-être que les participants en auraient décidé autrement parce qu'ils voulaient qu'ils sortent. Clairement, parce que Rita, moi, je voulais que Rita gagne le premier prix. Moi, lorsque j'ai accepté et dès que j'ai mis les pieds à Big Brother, je savais que je n'allais pas sortir de là la grande gagnante, et ce n'était pas mon but non plus. Parce qu'il y a des gens, que ce soit Rita ou Jean-Thomas, pour toute autre raison, parce que Jean-Thomas Jobin, il faut lui donner ce qu'il a, c'est un fin stratège, il connaît le jeu parfaitement jusqu'au bout de ses doigts, c'est quelqu'un qui joue clean, qui, moi, m'a beaucoup déçu, parce que je pense qu'il y a moyen de jouer à ce jeu-là sans être la garce de service. Oui, et je me permets... c'est fort ce que tu dis, oui. Oui, mais c'est quelque chose que je n'aurais aucun problème à lui dire. Je trouve ça dur pour les filles Big Brother. J'arrive pas de dire Black Brother célébrité. Ben hier j'ai fait le lapsus. Big Brother célébrité. Je trouve ça dur. Je trouve ça dur sur les filles. Je trouve ça dur sur les filles. Je trouve ça dur sur les Noirs. Je trouve ça dur sur Rita Baga. J'ai été très surprise, absolument pas positivement, de voir que dans un tout petit le microcosme que représentait la maison, les enjeux qu'on vit à la grandeur du pays ou de la province se sont reproduits à l'échelle individuelle. Ça, pour moi, ça a été... Ça t'a étonné, Pénélope? Malheureusement, non. Ben oui, je vais te dire oui. C'est-à-dire qu'avec le recul... Ben vas-y, je veux t'entendre. Pourquoi toi, ça t'a pas étonné? Ben, moi, c'est-à-dire que ça m'a étonné. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ensuite, tu sais, et puis ça, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on sait tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu un épisode pas très agréable avec quelqu'un d'autre de la maison. Je sais que tu ne veux pas en parler, mais je vais quand même le nommer pour les gens. Marie-Chantal Toupin, donc, elle a eu des propos vraiment racistes et homophobes envers Richardson Zephyr, toi, et puis Rita Baga, et puis des choses dont ça ne se rappelle pas. Il y a eu un mélange d'alcool et de médicaments, et peu importe. Mais juste, alors vas-y, continue. Mais moi, ça ne m'a pas étonnée du tout. C'est très représentatif de la société dans laquelle on vit, mais moi, je suis j'aime bien dire que par rapport à ces enjeux-là, je suis une éternelle optimiste. Et ce que ça a fait surtout, c'est que ça a beaucoup solidifié les liens que j'avais avec ces personnes-là. Puis, tu sais, à la seconde près, Pénélope, on a mis les pieds dans la maison Big Brother, c'était comme un aimant tout de suite, que ça soit Rita. Bon, Richardson, ça a pris quand même 2 ou 3 semaines avant qu'on devienne très, très liés. Mais tout de suite, c'était Rita, Maxime Landry, moi. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est à l'image de la société. En fait, on se regroupe avec des gens avec qui on partage des valeurs et les chambres à écho. Et puis, on se retrouve avec les mêmes divisions que dans la société. Sortons un peu de Big Brother, Varda Étienne. Parce que oui, effectivement, regain de popularité pour toi, redécouverte de la personnalité médiatique que tu es, alors qu'on a eu un coup de cœur pour toi très fort au début des années 2000 et on se disait, OK, cette femme-là, à partir de maintenant, va faire partie de notre paysage médiatique à jamais. Je veux dire, il y avait Musique Plus, il y avait TVA, il y avait le 98.5, il se passait beaucoup de choses. Oui. Et puis, à un moment donné, il y a eu un plafonnement, effectivement. Oui. Et là, le téléphone sonne. Beaucoup, en ce moment, Varda, si je comprends bien, offre radio, en train d'écrire un 5e roman, si je comprends bien, pour avoir quelque chose de très gros en télévision aussi. Est-ce qu'il y a des pièges pour toi en ce moment là-dedans où tu plonges puis tu n'as pas envie de réfléchir puis tu as juste envie d'accepter ce qu'on t'offre? C'est-à-dire, ça c'est une très bonne question, Pénélope. C'est-à-dire qu'à 48 ans, avec 27 ans de psychanalyse dans le corps, avec beaucoup de recul, je peux dire aujourd'hui que je peux me permettre, et ça sans aucune prétention, est-ce que je peux me permettre... Et encore, je fais toujours un lien avec ma santé mentale, c'est que je peux choisir parmi les offres qui sont sur la table en ce moment, mais je ne priorise pas l'argent. Et ça m'étonne moi-même. Et vraiment,
je priorise des projets qui m'allument, comme mon projet de documentaire sur la santé mentale, parce que ça, j'en fais vraiment ma mission. Tu vois, j'avais une offre pour la radio à temps plein cet été que j'ai refusée, parce que je me plais beaucoup à sucré salé à TVA. Que tu vas faire pour une 19e année, incroyable. Exactement. Et je suis quelqu'un de très loyal dans la vie, donc Bernard Fabi, qui est l'un des producteurs de sucré salé, qui m'a toujours fait confiance, qui a toujours renouvelé mes contrats. Moi, c'est le minimum, c'est d'avoir accepté de continuer de le faire cet été et d'écrire, parce qu'écrire, c'est vraiment une passion pour moi. J'ai souffert du syndrome de la page blanche ces dernières années. Et là, il y a une maison d'édition qui est prête à... Donc, c'est comme si tes antennes, tu dis à 48 ans, sont déployées pour capter les bonnes choses qui sont bonnes pour toi. Exact. Il y a quelque chose, quand je ne l'ai pas dit en introduction de notre entretien, Varda, mais je l'ai dit plus tôt quand j'ai annoncé qu'on allait te recevoir, je l'ai dit plus tôt à l'antenne d'ici première, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a à elle seule tellement fait pour déstigmatiser les enjeux de santé mentale, évidemment particulièrement la bipolarité, parce que tu es arrivée avec en 2009, je crois, ce livre Maudite folle où tu racontais ton parcours. Tu l'as dit, moi je rentre à Big Brother Célébrité seulement si je peux avoir accès à mon psychiatre. Tu sais, il y a des choses que tu as dites. Est-ce que si c'était à refaire dans ta carrière, tu parlerais plutôt de ta bipolarité? Est-ce que ça a été un soulagement? Est-ce que c'est arrivé au bon moment? Est-ce que ça t'a coupé des portes, des projets? Beaucoup. C'est-à-dire qu'en début de carrière, j'étais pas prête à le faire parce que, je n'acceptais pas. C'est-à-dire que j'avais reçu mon diagnostic, je l'ai reçu à 14 ans. J'étais en déni durant de longues années parce que... moi, j'aimais bien mes périodes lorsque j'étais en manie. Et lorsqu'on est en manie, c'est le complexe de Dieu, puis on se sent invincible et tout ça. Mais il y a des conséquences à cela qui ont été très nuisibles au point de vue de ma carrière. Ça, je l'ai accepté. Ça m'a bloqué. Ça m'a aidé aussi parce que j'ai souvent eu l'impression, puis moi, je suis quelqu'un qui est contre la victimisation, puis la victimité aiguë, comme j'appelle, mais je dois être responsable de mes actions, de mes actes. Et je me suis moi-même tiré dans le pied. Je faisais des crises de vedette, je tombais souvent en phase de déprime, et on dit souvent, t'as beau avoir du talent, mais les gens préfèrent travailler avec des gens qui sont peut-être moins talentueux, mais surtout moins difficiles avec lesquels on travaille, ça, et je l'ai accepté. Et est-ce que j'en aurais parlé plus tôt? Je ne crois pas que ça m'aurait servi parce que je pense que même à l'époque, donc on remonte il y a 25 ans, les gens n'étaient pas aussi ouverts à parler de santé mentale. Et encore aujourd'hui, oui, il y a eu un progrès, et c'est tant mieux, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire parce que encore aujourd'hui, et je ne veux pas la nommer par respect pour elle, mais il y a une amie qui est aussi dans notre milieu, Pénélope, qui a parlé d'un des problèmes de santé mentale dont elle souffrait, et il y a des producteurs qui lui ont dit c'était peut-être pas nécessaire que tu en parles, oui c'est cute, ça paraît bien, mais tu comprends que c'est plus difficile. Je te parle d'une conversation qu'elle a eue avec des producteurs il y a un mois. Ah oui. On est en 2021 et c'est une fille qu'à l'époque où elle était en ondes tous les jours, livrait très bien la marchandise, qui était très appréciée du public, mais qui à un moment qui a décidé de se choisir, et c'est tout à son honneur d'ailleurs d'aller se soigner, et le téléphone sonne beaucoup moins aujourd'hui. Donc moi, parce que j'ai une personnalité plus grande que nature, mais qui cache aussi en même temps de très grandes insécurités que j'ai, parce que la diva, c'est une chose. Et moi, je dis toujours, il y a deux personnalités. Il y a Varda, qui est celle qui est très assumée, très, très exubérante et tout ça, et il y a Camille, qui est mon alter ego, qui est beaucoup plus posée. D'ailleurs, est-ce que tu parles en ce moment? J'aime bien dire ça. Qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus à ses affaires. Bon, moi, le mix des deux fait en sorte que je peux me permettre d'avoir un certain équilibre mental, mais je suis très fière d'être qui je suis. Avec le parcours que tu as. Avec le parcours que j'ai eu. Et je suis aussi très fière d'être le porte-étendard, si on veut, de la maladie mentale. Et tu sais qu'il y a des gens qui me disent souvent, c'est lourd, t'en parles trop. Oui, OK, je comprends, mais si ça t'adresse pas à toi, ben que grand bien te fasse. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Pénélope, il n'y a pas une journée depuis la sortie de Maudite folle en 2009 sans que les gens t'en parlent. Absolument. Exact. Et maintenant, c'est drôle parce que jamais.
Varda, hier, on a reçu... de quoi on parlait? Ah oui, on parlait d'anxiété par rapport aux gens qui... on avait 2 psychologues, puis on parlait d'anxiété Oui. par rapport aux gens qui ont peut-être l'impression qui se sentent pas bien avec l'éventuel retour des relations interpersonnelles, puis qui ont une petite anxiété par rapport à ça. Puis il y a une auditrice qui nous a très justement écrit anxiété, 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 anxiété. Il me semble que c'est juste ça qu'il y a dans les journaux. Mon fils ou ma fille habite en Colombie-Britannique. Mon autre fils habite ailleurs au Canada. À chaque fois qu'ils viennent au Québec, ils ont l'impression que c'est tellement lourd dans nos médias. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale, non? Est-ce qu'on n'est pas décomplexé par rapport à ça? Toi, tu dis qu'il y a encore, Varda Étienne, du chemin à faire. Absolument. Et encore une fois, je peux comprendre, vraiment, je le comprends très bien, que tous ceux et celles qui n'en souffrent pas, surtout, je veux dire, on est en pandémie, les gens en ont marre, les gens sont fatigués, ils ont peut-être envie d'entendre des trucs plus joyeux, plus positifs, mais qu'on le veuille ou non, il y a quand même un Canadien sur 4 qui souffrent de problèmes de santé mentale, c'est pas peu dire. Il y a des gens qui n'avaient pas de troubles d'anxiété avant la pandémie, qui sont maintenant plongés dans une dépression profonde. Pénélope, moi, j'ai eu 6 suicides dans mon entourage depuis le début de la pandémie. 6 des gens qui fonctionnaient très bien avant. Donc, tous ceux et celles qui en souffrent ont besoin de sentir qu'ils sont pas seuls. Puis oui, je sais que je tombe dans le cliché, mais moi, c'est ma mission de vie. Et ça me fait du bien de savoir que je fais du bien à d'autres, parce que moi, quand je n'allais pas et que je me permettais d'appeler Guy Latraverse à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qu'il me répondait en me disant « Tu ne me déranges pas, je suis là, je peux t'écouter », ben tant mieux, parce que si ce n'était pas le cas, Pénélope, je me serais passé la corde au cou il y a longtemps. OK? Et moi, j'ai la possibilité, j'ai le privilège, l'opportunité d'en parler ouvertement à toutes les tribunes qui me sont offertes. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Et c'est pas ouais, c'est ça, exact. Et c'est pas tout le monde qui ne va pas souffrir un dommage collatéral comme la personne dont tu nous parlais, qui dans les médias, mais il y a des gens qui nous trouvent très chanceux dans notre milieu d'être dans un milieu ouvert où on peut en parler, parce que il y a d'autres milieux où effectivement c'est encore très tabou. Absolument. Varda, excuse-moi, permets-moi. C'est à la naissance de ta fille, donc, que pour toi c'est devenu très évident que tu devais demander de l'aide. Tu vas demander de l'aide à Guy Latraverse, qui t'a accompagné, la Fondation Revivre, l'organisme Revivre t'a énormément aidé. Oui. Je regarde ton parcours avec tes parents à toi, qui se renvoient la balle de l'acceptation de tes enjeux de santé. C'est réglé, ça. Réglé, ça. Ça, c'est une merveilleuse chose. Oui, c'est réglé parce qu'il y a quand même eu beaucoup... Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis 2009. Maman l'a pris très difficilement parce que ma mère est une femme extrêmement sensible et je sais que de mes 2 parents, ça l'affecte beaucoup plus. C'est-à-dire que lorsque je ne vais pas bien, j'ai l'impression que c'est ma mère qui ne va pas bien. Elle souffre. Et énormément. Et en tant que mère, moi, je le comprends, je suis mère de 3 enfants. Mon fils, le deuxième, qui est TDAH, et puis ça n'a rien à voir avec le trouble bipolaire, mais j'ai une grande sensibilité. Je suis très inquiète lorsque je le sens lui-même inquiet. Je pense que papa, en tant que père, qui doit se montrer l'homme fort et qui est là pour me rassurer, et c'est ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs ces dernières années. Mais moi, mes parents qui sont divorcés s'entendent extrêmement bien. Je dirais, il faut le savoir qu'ils sont divorcés, mais on est très ouvert au dialogue dans notre famille. Et comme je dis, le temps a passé. Mes 2 parents l'acceptent très bien en ce moment. Et puis, je te dirais que c'est plus au niveau de mes enfants. Moi, j'ai 3 enfants qui vivent avec ma maladie, tous les 3 avec 3 façons différentes. Le plus vieux, il fuit beaucoup quand je vais pas bien. Ça, je l'accepte aussi. Mon deuxième a tendance à s'en faire beaucoup. Et ma fille, elle est entre les deux. Mais en tant que parent, je dois accepter la façon dont ils vivent avec ma maladie, mais ils le comprennent parfaitement parce que mon ex-mari, donc le père de mes enfants, lui, a toujours été le rock, le phare des enfants. Donc, et moi, mes enfants, c'est arrivé à quelques reprises où il y a eu des rencontres avec mon psychiatre et mon ex-mari. Donc, pour eux, c'est leur réalité, ça fait partie de leur quotidien, puis ils l'acceptent très bien. Mais c'est pas facile pour l'entourage. Donc,
pour les proches aidants, c'est lourd. Ça peut être très drainant. Donc, c'est pour ça que ces gens-là aussi ont besoin d'être accompagnés et d'avoir des ressources qui peuvent les aider à passer à travers ça. Parce que c'est pas... Non, Pénélope, c'est vraiment pas facile. J'ai été soufflée en me replongeant dans ton histoire, Varda-Étienne, parce que ça fait quelques années quand même qu'on ne s'est pas parlé médiatiquement. Oui. Et j'ai été soufflée quand j'ai vu qu'en 2015, tu as été hospitalisée. 2015, Varda, c'est hier. 2015, non, après ça aussi, en 2020 aussi. L'an dernier? Oui. Non, alors, excuse-moi, 2019. Ben, c'est hier, ouais. ça. Oui, oui. Est-ce que tu entrevois toute ta vie avec ce spectre-là, cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête? Est-ce que tu entrevois un moment où tu vas te dire « je suis à l'abri d'une rechute » ou c'est toujours là? Parce que je ne suis jamais à l'abri d'une rechute. Mais je ne suis jamais à l'abri d'une rechute. Et je vais te dire aussi, sans tomber dans le drame, parce que je tiens à le préciser encore une fois, je vais très, 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 très bien en ce moment. Je n'ai jamais été aussi bien depuis de nombreuses années. Mais moi, j'ai toujours l'idée du suicide qui plane au-dessus de ma tête et je vais l'avoir tout le temps. C'est plus fort que moi. Parce que ça prend un élément déclencheur pour avoir une crise. Comme là, ma vie va bien. C'est le calme plat. C'est long fleuve tranquille. Ça va. Je suis très bien outillée aussi pour ne pas... et puis, j'essaie aussi de ne pas me mettre en position où je pourrais provoquer une crise. Mais je serais malhonnête de te dire que je suis à l'abri d'une rechute. C'est pas possible, malheureusement. Mais tes enfants sont grands, là. Ils entendent tes interventions médias, oui, là. Oui. Alors, ils entendent ça, là, que t'es pas à l'abri et que tu as le suicide toujours derrière la tête. Oui, je te dirais que j'ai pas eu d'idée suicidaire depuis de nombreuses années et je ne veux pas non plus donner cette responsabilité-là à mes enfants, mais je peux te dire que mes enfants est la raison principale qui me tient en vie parce que j'ai eu aussi des gens de mon entourage qui ont eu un parent qui s'est suicidé qui ne sont... Écoute, tu t'en remets pas. Et puis, j'ai mon côté très égoïste qui te dit, moi, je veux être là quand mes enfants, surtout ma fille, parce que c'est elle qui va... Elle veut avoir des enfants. Je veux être là quand elle va accoucher, je veux être là à son mariage, je veux être là lors de sa première peine d'amour. Je veux pas que ce soit une autre femme qui soit là à ma place. Et je suis maintenant dans un état où j'apprécie la vie. J'ai beaucoup de plaisir à vivre en ce moment. Je vois mes enfants grandir, je vois tout ce qui m'arrive de positif. Je vois aussi le fait que j'aide des gens. Ça me procure beaucoup de bien. Je me sens valorisée là-dedans, Pénélope. Et j'aimerais que les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas d'enfants et qui ont des pensées suicidaires, sachent que il y a moyen de trouver de la lumière et des raisons. Non, la lumière, je vais reculer. Non, moi, j'aime bien le terme la lumière. Oui, mais je voulais juste que les gens sachent et se raccrochent à l'idée qu'il y a des gens autour d'eux qui ne se remettraient pas de leur départ et qu'il y a des moyens de trouver des poches de bonheur, parce que ce que je comprends et ce que j'entends, Varda, c'est que même si tu as été en crise et hospitalisée il y a 2 ans, ça ne vient pas nécessairement avec des idées suicidaires et qu'il y a des moyens de passer à travers les crises. Absolument. Et ça, c'est important de le dire. Merci de le préciser. Puis, tu sais, Pénélope, encore une fois, je te remercie de me donner cette tribune. Vraiment, je t'en serai éternellement reconnaissante. Et tous ceux et celles qui souffrent en ce moment. Parce que moi, je souffre depuis très, très jeune. J'ai eu mon diagnostic, ça fait 35 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a un moment où est-ce que vous pensez vraiment là qu'il n'y a pas d'autre option que le suicide ou de vous faire du mal, c'est temporaire.
c'est vraiment, ça va passer. Je me permets de vous l'assurer, ça va passer. Ça, c'est le plus grand paradoxe parce que les gens qui vivent avec la bipolarité ou la dépression majeure chronique, comme les gens savent que c'est mon cas, c'est ça l'affaire, c'est que c'est plus douloureux à chaque fois, sauf qu'il y a cette assurance qu'à chaque fois, on passe à travers. Donc, il y a comme une espèce de paradoxe. Exact. Alors, Varda, évidemment, il y a la ligne 1-866 s'appelle pour les gens qui nous écoutent. Il y a le centre de crise canadien également. Les numéros sont hyper faciles à trouver. On va vous les rendre disponibles. C'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et il y a, parce que le 30 mars... Exact, parce que c'est la journée mondiale de la bipolarité le 30 mars. Exactement. Conférence causerie en ligne qui s'appelle La santé mentale, MOTS pour MAUX. Exact. Et il y a une partie de la vente des billets, c'est pas cher, c'est 15 $ qui va à la Fondation Jeunes en tête parce que il y a des jeunes aussi en ce moment là, qui sont prises avec, avec tout ça. Un jeune sur trois, alors un adolescent sur trois est présentement en détresse psychologique depuis la pandémie. Et ce que je veux dire, c'est alors en quelques secondes, tu me permets, Pénélope, donc cette conférence, je l'offre en ligne. Et ce que je trouve génial, c'est que les gens vont pouvoir interagir. Donc s'ils veulent poser des questions, moi je vais vous offrir plein de pistes, plein de ressources. Donc vous allez pouvoir assister à la conférence dans le confort de votre foyer, mettez-vous en pyjama, sortez la boîte de Kleenex, vous avez envie de pleurer, mais moi je suis là pour vous écouter et je suis convaincue, je demeure convaincue qu'ensemble, Pénélope, collectivement, on peut s'entraider pour aller mieux dans notre société. Varda, j'ai trop hâte de suivre. Où est-ce que médiatiquement tu t'en vas avec tout ça? J'ai hâte de te lire, j'ai hâte de voir. Je suis contente que tu ailles bien. Merci beaucoup, Varda Étienne. Merci du cœur. Pénélope, porte-toi bien. Toi aussi, bye. Merci, bye. Perdu dans le noir, au bout du couloir, une porte s'ouvre. Peux-tu voir ce qui s'y trouve? Si t'en as le courage, tu peux tourner la page et tout changer dès demain. Prendre un autre train, un autre chemin. La réalité, tout autour de toi, une nouvelle idée que tu construis pas à pas. Tu détruis, tu effaces, tu retraces un espace, tu bottes tes doigts jusqu'au point. Pour te retrouver de l'autre côté. Viens, suis-moi. Les temps révèlent toutes choses. Le début de ta métamorphose. Début de ta métamorphose. Viens, suis-moi. Quand tout autour semble morose, Tu commences ta métamorphose. tu commences ta métamorphose. Quelque part ailleurs, Loin de la douleur, passer l'horizon. changer de vie et de nom. Prends le premier virage sans peur des dérapages, sans jamais pousser le frein. Trouve ton moteur, Quelque part ailleurs, juste un coup de spin dans l'hémoglobine. Poursuis ton chemin, rien qu'un peu plus loin. si t'en as le courage, tu peux tourner la page et tout changer dès demain. Viens, suis-moi. Les temps révèlent toutes choses. Le début de ta métamorphose. Début de ta métamorphose. Viens, suis-moi. Quand tout autour semble morose,
ça va vous faire plaisir parce que Freedom Fry est un groupe de Los Angeles qui prépare un album en français. Et c'est Freedom Fry avec Jean-Luc Eldenwood, qui est un Américain, un Franco-Américain. Alors, je tenais à vous le dire parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a des francophiles comme ça. Et c'est un album qui va sortir en avril et qui aura pour titre L'Invitation. Alors, notre heure santé s'en vient dans environ 1 heure. Vous avez envie de leur poser des questions. N'hésitez pas. Pénélope@radio-canada.ca. Bonjour Michel Ouimette. Bonjour Pénélope. Journaliste et auteur. Agnès Gruda est journaliste à la section internationale de la Presse Plus et auteur également. Salut Bonjour Agnès. Pénélope. Salut. Alors, le point de départ, c'est l'entrevue de Meghan Markle et du prince Harry. Mais non. Changez pas de poste si vous êtes tannés d'en parler parce que Michel et Agnès vont ratisser beaucoup plus large. Ça vous a donné l'idée, justement, de parler des monarchies dans le monde. Alors, combien, Agnès, est-ce qu'il y a de monarchies dans le monde en ce moment et à quoi ça sert exactement encore aujourd'hui? Vaste question. Écoutez, alors, un petit tour d'horizon. Si on exclut les 16 monarchies sur lesquelles règne la reine Élisabeth II, puis ça inclut le Canada, évidemment, il y a une vingtaine d'autres monarchies dans le monde sur tous les continents. L'Union européenne elle-même en compte 6. Je les énumère. Norvège, Danemark, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suède. Toujours en Europe, il y a Monaco et la principauté d'Andorre qui a pour coprince, ça je l'ai appris en lisant là-dessus, Emmanuel Macron est coprince d'Andorre. Ailleurs dans le monde, il y en a dans le monde arabe, Jordanie, Maroc, etc. En Asie, Thaïlande, il y a l'empereur du Japon. Pour un total d'une vingtaine. Maintenant, les monarchies, ça évolue. En Europe, par exemple, le propre de la monarchie, c'est de transmettre le pouvoir de père en fils ou de père en fille, mais en Europe, la majorité des monarchies ont opté pour ce qu'on appelle la primogéniture stricte, ce qui signifie pouvoir héréditaire au plus vieux des enfants, peu importe son sexe. Et ce qui est aussi frappant, c'est que les monarques sont souvent, en tout cas de nos jours, sont assez aimés par leur peuple. En 1999, l'Australie a rejeté l'idée de quitter le giron de la reine Élisabeth II par référendum. Ça a été assez clair comme résultat. Il y a 20 ans? Il y a 20 ans de ça, 21. Et les souverains européens ont des taux d'appui qui oscillent autour de 70 Donc, c'est pas demain la veille que ces monarchies-là vont tomber. Et une figure qui se détache, c'est le roi norvégien, qui est particulièrement aimé, Harald, le roi Harald, parce qu'il est un progressiste, il est pro-immigrant, il est pro-droit des LGBT. Bref, c'est une figure qui est vue comme une figure de progrès. Mais c'est ça, vous dites, si je comprends bien, c'est un peu rare, là, des figures de progrès dans la monarchie. Il y a aussi des scandales et ils ne sont pas à l'abri de la politicaillerie, là, en quelque sorte. Pas du tout. Plus ils se rapprochent, en fait, d'une normalité, comme les rois qui payent des impôts, ils peuvent être tentés par l'évasion fiscale. On en a vu quelques-uns. Le roi Gustave de Suède a puisé dans des subventions agricoles pour compenser ses pertes lors de la crise de 2008-2009. C'est un peu scandaleux. On l'appelle aussi le roi sans culotte en raison de ses nombreuses liaisons extraconjugales. On reproche beaucoup aux monarchies de coûter cher. Qu'en est-il exactement? En Europe, la monarchie la plus chère est celle du Luxembourg, avec un budget annuel de 10 millions, ce qui équivaut à 16 € par personne par année. Il y a aussi le salaire là, du grand-duc du Luxembourg. Aux Pays-Bas, on est à 2,5 € par année par personne. C'est pas loin d'un billet d'autobus, dans le fond. La monarchie la moins chère, c'est l'Espagne avec 16 centimes. Et ceci suite au fait que le roi Philippe VI a baissé son salaire de 20 quand il est arrivé au pouvoir. Un dernier point que je voudrais souligner, c'est la chute d'une monarchie n'est pas toujours synonyme de démocratisation. On pourrait être tenté de penser ça, mais en Espagne, la chute de la monarchie a pavé la voie, en fait, à Franco, donc des années de dictature. Et après la chute du régime franquiste, bien, les Espagnols ont rétabli la monarchie. Et puis, c'est sans oublier Nicolas II en Russie, qui est un tsar hyper dur, mais le régime soviétique a été pire. Et dans le monde arabe, plusieurs pays qui ont tourné le dos à la monarchie se sont retrouvés, en fait, avec des dictatures terriblement dures, Libye, Irak, Tunisie et quelques autres. Alors, on disait que c'était une vaste question, là, mais en quelques mots, à quoi servent les monarchies aujourd'hui? C'est surtout des rôles symboliques? Bien, il y a deux types de monarchies. Bien, les monarchies qu'on connaît, qui sont proches de nous, sont parlementaires ou constitutionnelles. Elles ont surtout un rôle symbolique. Elles incarnent l'État. Elles assurent une sorte de pérennité dans un monde politique changeant. Et dans le cas de monarchies constitutionnelles, elles sont une garantie de l'État de droit.
On dit que les monarchies gèrent, mais ne gouvernent pas. Voilà. Et elles règnent, mais ne gouvernent pas, pardon. Et elles peuvent aussi jouer le rôle d'arbitre en cas de crise politique. On a vu ça dans certains pays, même ici, en fait, et aussi en Belgique, où ils ont beaucoup de difficultés à s'entendre entre Wallons et Flamands. On va revenir sur la Belgique, parce que le cas de la monarchie en Belgique, c'est quelque chose. Là. Alors, Michel, les monarchies ont longtemps dominé le monde. C'était effectivement la façon de gérer les États. Mais quand est-ce qu'elles ont commencé à perdre de leur pouvoir, à vaciller? Alors, c'est au 17e et au 18e siècle. C'est une période que les historiens appellent l'époque moderne. C'est là que les grandes monarchies, je parle de la monarchie française et britannique, ont commencé à vaciller pour de bon, mais chacune à leur manière. Alors, l'Angleterre a décapité son roi, Charles Ier, en 1649. La France, elle, a décapité le sien, Louis XVI, et sa reine, Marie-Antoinette, en 1793. Au 18e siècle, là, la France s'enfonce dans une grave crise économique et le peuple a faim. Le peuple a très faim et il grogne. Et face à sa colère, il y a une noblesse qui est très arrogante et une royauté, un roi qui se vautre dans le luxe. Alors, il n'écoute pas la colère du peuple. Alors, il faut dire que la monarchie française ne faisait pas dans la dentelle. Hein. Le pouvoir du roi venait de Dieu. C'est ce qu'on appelait la monarchie absolue ou le pouvoir, la monarchie de droit divin. D'ailleurs, la France a connu un peu de tout hein, en matière de roi. Il y a eu des tarés comme Charles VI, surnommé le Fou. Il était convaincu qu'il était fait en verre, alors son carrosse était rempli de coussins. Il y a aussi de grands rois comme Louis XIV, mais on s'entend grand là, dans le sens royauté. Là. Il a régné pendant 72 ans. On se souviendra de sa folie des grandeurs. C'est lui qui a fait construire Versailles. La monarchie était alors à son apogée, mais pendant ce temps, le peuple avait faim. Et il a eu de plus en plus faim au cours du 18e siècle. En 1789, comme on sait, le peuple se révolte. C'est la prise de la Bastille, la fameuse prison qui symbolisait le pouvoir de la monarchie, le pouvoir absolu. La France va rompre avec la monarchie et devenir une république avec une période de terreur. Là, tout ça a été très long. Mais la monarchie existait depuis 1000 ans et ça a été fini. Plus de monarchie, dorénavant, c'était une république. Alors, pendant ce temps, l'Angleterre, elle, qui, je vous le rappelle, a décapité son roi en 1649, garde sa monarchie, mais elle la vide de son pouvoir de façon relativement pacifique. En 1688, la monarchie parlementaire est instaurée sans effusion de sang. Un an plus tard, la Déclaration des droits est adoptée. Et dorénavant, le Parlement va primer sur le roi. C'est ce que les historiens ont appelé la Glorieuse Révolution. Alors, on avance et on revient, Agnès, à aujourd'hui, au 20e siècle. Et oui, bon, elles ont une cote que plusieurs politiciens pourraient envier, là, une cote d'appréciation du public, mais il y a quand même des pressions pour les changer. Et revenons sur le cas de l'Espagne. Oui, effectivement, parce que c'est un débat là-bas maintenant. Donc, quand ils ont rétabli la démocratie après la mort de Franco en 1975, les Espagnols ont mis sur le trône Juan Carlos Ier, qui était très populaire au début. Hein. On était dans l'après-franquisme, mais son étoile a pâli passablement par la suite, notamment à cause d'une partie de chasse à l'éléphant au Botswana. On imagine combien ça coûte. En 2012, en pleine crise économique, alors que l'Espagne s'enfonçait complètement, les gens n'avaient plus de travail. Et ça a écorché beaucoup son image, plus les soupçons de fraude fiscale. Juan Carlos a fini par abdiquer et maintenant, il s'est récemment exilé aux Émirats arabes unis, c'est pour dire. Mais son fils Felipe VI a pris le relais avec l'objectif de redorer un peu l'image de la couronne. Et depuis l'an dernier, il est de plus en plus question de réformer la monarchie espagnole, par exemple en instaurant un système de reddition de comptes. Il y a beaucoup de questions d'argent quand on parle de monarchie. Le débat est en cours actuellement et le parti de gauche Podemos, par exemple, qui fait partie de la coalition gouvernementale, planche actuellement sur un projet de loi qui limiterait les activités économiques du roi, mais aussi les discours du roi qui sont parfois trop politique, quoi. Alors, il faut quand même dire un mot sur l'entrevue de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah Winfrey, donc il y a quelques semaines, qui a ajouté une couche de plus, là, véritablement, au discrédit de la famille royale britannique. Ouais. Alors, juste pour rappeler un peu les grandes lignes de cette entrevue-là, Meghan Markle, qui, je le rappelle, portait une robe Giorgio Armani qui valait 4 700 $, elle a parlé de racisme. Elle a dit des choses qui ne se disent pas normalement dans la royauté. Alors, elle a dit qu'un membre de la famille royale avait peur que la peau de son fils à naître soit foncée.
Et aussi, elle a parlé de ses idées suicidaires. Alors, évidemment, cette histoire-là rappelle douloureusement celle de la mère de Harry, son mari, Lady Di, on a tous vu probablement The Crown, qui a vécu de l'exclusion et de l'isolement. Donc, la famille royale est sortie passablement écorchée de cette entrevue-là. Ce scandale s'ajoute à beaucoup d'autres, dont celui entourant le prince Andrew, qui est le fils préféré de la reine Élisabeth II, Andrew a été éclaboussé par ses liens avec le prédateur sexuel et milliardaire Jeffrey Epstein. Sans oublier que la famille royale coûte cher. Comme disait Agnès, on revient toujours à l'argent. Alors, en septembre 2020, la couronne, la monarchie, a publié ses dépenses de la dernière année et ça s'élevait à 82 millions de livres sterling, soit 143 à peu près millions de dollars. Certaines dépenses frappent l'imagination. La princesse Anne, par exemple, a pris un vol privé pour assister à un match de rugby à Rome, coût 29 000 $. Le prince Andrew, lui, s'est rendu dans un golfe en Irlande du Nord, coût 28 000 $. Et la tournée en Afrique de Meghan et Harry, elle, a coûté 400 000 $. Alors, mais si on revient à l'entrevue qui a été donnée par Meghan et Harry à Oprah, est-ce que c'est un coup de grâce pour une monarchie là, qui s'enlise, qui multiplie les scandales? Peut-être, mais en tout cas, pas en Angleterre. Parce que selon un sondage qui a été réalisé au lendemain de l'entrevue, la reine Élisabeth II, qui est âgée de 94 ans, reste très populaire. 80 des Britanniques l'apprécient. Et Kate et William, le frère de Harry, eux aussi ont recueilli une cote très favorable. Par contre, la popularité de Meghan et Harry, elle, n'a jamais été aussi faible. Donc, c'est eux, finalement, en Angleterre, qui paient le prix. Mais c'est intéressant de voir ailleurs comment ça peut être différent. Là. Agnès, si on va du côté de la Thaïlande maintenant, c'est quoi la popularité du roi? Bien, c'est le roi Rama X. Qui fait l'objet de grandes contestations, de mouvements de protestation très intenses depuis presque un an, depuis l'été dernier. Donc, ni lui, il n'est pas populaire du tout. Et le général Prayut, qui est le premier ministre depuis le coup d'État de 2014, est aussi très contesté. Les deux ensemble sont contestés. Donc, la Thaïlande est secouée par des protestations pacifiques, il faut le dire, menées par des étudiants depuis l'été 2020. Les protestataires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent moderniser la monarchie thaïlandaise. Pas nécessairement l'abolir, la moderniser. Non, ils veulent... Oui, il n'est pas question d'abolir. Il faut dire que Rama X a accédé au trône après la mort d'un roi assez populaire, Bhumipol, qui a régné pendant 70 ans. Et qui est décédé en 2016. Et son successeur, Rama X, a renforcé les pouvoirs de la monarchie. Il a changé un peu la dynamique. Et aujourd'hui, des dizaines de milliers de Thaïlandais réclament donc la démission du premier ministre, une nouvelle constitution et une limitation des pouvoirs du roi. Ils veulent aussi contrôler l'argent, encore une fois, les biens de la couronne, qui sont estimés à 30 milliards, ce qui fait de Rama X le roi le plus riche de la planète. Vous cherchez où est le roi le plus riche? C'est en Thaïlande. Les manifestants veulent aussi l'abolition de la loi de lèse-majesté, qui sert en ce moment à réprimer les protestataires, en fait. Et tout récemment, il y a des gens qui ont été inculpés selon cette loi-là, et puis ça a relancé de nouvelles manifestations à Bangkok. À Bangkok, c'est toujours impressionnant de voir ces manifestations-là. Alors, Michel, parlons de la famille royale saoudienne, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Absolument. Alors, elle compte entre 18 000 et 20 000 princes et princesses, absolument. Okay. Alors, Carmen Ben Laden, qui a épousé un des frères de Ben Laden et qui a écrit un livre vraiment intéressant là, qui s'appelle Le voile déchiré, a des mots très, très durs contre la famille royale. Elle a vécu 9 ans en Arabie saoudite. Elle dit que cette famille-là est décadente et pourrie par l'argent. Alors, il faut comprendre qu'avant le premier choc pétrolier de 1973, où les prix du brut ont quadruplé, les prix du brut du pétrole en l'espace de quelques mois, l'Arabie saoudite, donc avant 1973, n'était qu'un vaste désert peuplé de bédouins. Et aujourd'hui, selon Carmen Ben Laden, les princes sont des parasites qui mènent une vie de gaspillage, d'ignorance et de débauche, donc pourris par l'argent, dit-elle. Au début, Mohammed Ben Salman, qui est le jeune et flamboyant prince héritier, là, a multiplié les réformes quand il est arrivé au pouvoir, quand il a assumé le pouvoir, si on veut. Alors, des réformes certaines étaient réelles. Les femmes ont eu le droit de conduire une voiture, elles ont eu l'autorisation aussi de voyager sans
sans l'accord de leur tuteur, de leur mari, frère ou père, ce qui est quand même une brèche importante dans le fameux tutorat là, des femmes qui sont considérées comme des mineures en Arabie saoudite. Mais le bilan de Mohammed Ben Salman en matière de droits de la personne est absolument catastrophique. Hein? On pense au journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui a été tué et démembré avec l'autorisation, semble-t-il, de Mohammed Ben Salman lui-même et à l'emprisonnement de la militante saoudienne Loujain Al-Hatloul, qui a finalement été libérée, mais qui n'a pas retrouvé son droit de parole. Sans oublier, bien sûr, le blogueur Raif Badawi, dont il ne faut pas prononcer le nom en Arabie saoudite. J'ai fait une entrevue avec un ministre en Arabie saoudite. On m'a dit, tu ne prononces pas le nom de Raif Badawi, absolument pas. Je l'ai prononcé quand même et le ministre était très, très fâché. Alors, l'Arabie saoudite est embourbée aussi dans une guerre au Yémen. Il ne faut pas oublier ça. Son économie bat de l'aile. Ils sont habitués à des surplus monstres grâce au pétrole, mais depuis 2014, depuis la baisse du prix, ils s'enlisent dans des déficits. Le dernier déficit s'élève à 79 milliards de dollars. Là, il ne faut pas oublier que l'Arabie saoudite est le plus grand exportateur de pétrole au monde. La monarchie reste quand même bien enracinée. Quand j'étais en Arabie saoudite, j'ai rencontré absolument personne qui remette en question la monarchie. Qui n'ose le dire ou véritablement les gens ne remettent pas en question la monarchie? Ils sont attachés à la monarchie. Bien, un mot sur la monarchie belge, parce oui, effectivement, rapidement, parce que le temps file, mais c'est vraiment impossible de parler de la monarchie belge sans parler de Léopold II, qui a régné durant la deuxième moitié du 19e siècle et dont les politiques coloniales au Congo belge, qu'on appelait à l'époque, ont provoqué des massacres absolument horribles. Ces dernières années, les statuts de Léopold II ont commencé à déboulonner en Belgique, donc c'est dans l'actualité. Il faut dire qu'entre 1885 et 1908, ce roi a commis un massacre de masse alors qu'il pillait les richesses naturelles du pays, l'ivoire et le caoutchouc. C'est documenté dans un ouvrage « Il pleut des mains sur le Congo » qui est absolument épouvantable. Donc, on coupait les mains des esclaves, dans le fond, quand ils ne faisaient pas le travail comme il faut. Et on dit que Léopold II, en fait, n'était pas en faveur de ces mutilations et il aurait dit ceci: « Couper les mains, c'est idiot. Je couperai tout le reste chez eux, mais pas les mains. C'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo. » C'est vraiment horrible. Et bref, mais pour la première fois, en juin 2020, le roi Albert s'est excusé pour ses exactions. Donc, il y a au moins une reconnaissance de ce qui s'est passé. Alors, on aurait pu aussi parler de la monarchie absolue en Afrique, Michel, mais comme on était dans le Congo et le roi belge, j'irai avec votre suggestion de lecture. Alors, j'ai lu le livre Ténèbres qui a été publié dernièrement en 2020 de Paul Kavzak. Je me suis pratiquée pour prononcer son nom. Alors, c'est un livre extrêmement sombre. Je ne sais pas si je l'ai aimé, là. C'est très, très sombre. Ça se déroule au Congo belge en 1890 et ça raconte l'histoire d'un géomètre belge qui arrive dans ce pays-là et qui se rend vers le nord dans des contrées vraiment jamais explorées. C'est une fiction, là, mais évidemment basée sur beaucoup de réalités. C'est ça. Et lui doit tracer la frontière pour le fameux roi Léopold II. Alors, mais c'est incroyable tout ce qui arrive. Il rencontre un découpeur chinois. Mais je l'ai quand même lu jusqu'au bout, parce qu'il y avait quelque chose qui était fascinant, mais en même temps, comme je vous dis, c'est extrêmement sombre. Mais c'est une façon de se plonger dans l'histoire de la Belgique et du Congo, vraiment pour en connaître beaucoup plus de cette façon-là. Mais je pense que c'était les pires colonisateurs de la planète. Complètement flyé comme livre, donc Ténèbres de Paul Kavzak. Michel Ouimet, Agnès Gruda, merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Et nous, on se retrouve après les infos avec membre fondateur du groupe Arcade Fire, Richard Reed Perry, qui a plein de super projets musicaux sur la table. On fait ça après les infos. Dans quelques minutes, notre trio santé s'installe pour 1 heure. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Pénélope@radio-canada.ca. Notre physiothérapeute, Denis, va nous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ça reste encore un peu abstrait pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'on peut... toutes les ramifications de l'intelligence artificielle. Donc, Denis Fortier va nous en parler. Avec la docteure Chantal Vallée, on va parler
parler de diabète de grossesse. C'est sa spécialité, le diabète. Donc, peut-être que vous avez des questions là-dessus. Et avec Sonia Lupien, notre spécialiste en neurosciences, on va comprendre le cerveau des gens qui se perdent en forêt. Sonia a toujours des sujets qui peuvent paraître un peu étranges, des angles qu'on se dit, OK, mais finalement, ça finit par toucher tout le monde et pas juste les gens qui se perdent en forêt. Donc, le trio santé s'installe dans une petite demi-heure. Mon prochain invité est un membre du groupe Arcade Fire, mais ne dire que ça serait extrêmement réducteur parce qu'en parallèle, Richard Reed Parry a toujours une multitude de projets, dont le Bell Orchestre qui sort un 3e album plus de 10 ans après le deuxième. Ce 3e album a été lancé vendredi. Bonjour, Richard Reed Parry. Bonjour, ça va? Ça fait vraiment plaisir de vous parler. Je me suis plongée ou replongée avec bonheur dans tous vos projets musicaux hier. Et c'est rare que je parle depuis un an là, avec quelqu'un qui dit « Moi, la pandémie, ça a fait mon affaire ». Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi pour vous, ça a été... Oui, pourquoi ça a été bénéfique pour vous? Ben, pour moi, c'est que le silence, la tranquillité, d'avoir d'espace, d'être en seul, d'être en studio en seul, en maison en seul, pour moi, c'est comme vraiment comme une wellspring de créativité et d'espace pour faire des nouvelles idées, de nouveaux musiques, tout ça. Et pour moi, c'était vraiment comme un grand pause qui était comme wow, pas de tournée, pas des audiences, pas de public, pas d'autres membres des bandes en fait. Et c'est comme c'était vraiment chanceux pour moi d'avoir d'espace comme ça pour une heure. Et donc il y a plein de projets musicaux qui ont émergé et on va parler de chacun d'entre eux. Mais j'aimerais bien commencer avec Arcade Fire parce que il y a 10 ans, ça fait 10 ans là, ce moment charnière dans vos vies, mais aussi nous qui étions dans nos salons et qui étaient devant les Grammys. Alors, on est devant les Grammys et là, l'album de Suburbs emporte le Grammy du meilleur album de l'année. Ça vous propulsait sur la scène internationale. C'est quoi vos souvenirs de ça, de cette soirée-là, de ce moment-là? Oh, wow! Ben, c'était une grande surprise quand même. C'était du fun, c'était comme un blur, vraiment. C'est comme ça passait vraiment vite. Mais oui, c'était juste comme un moment de grande surprise, comme amazing, vous avez, c'était déjà prévu. Overwhelming, mais je connais pas le mot en français. Overwhelming. Vous étiez dépassé par les événements, mais on vous avait déjà, donc l'équipe des Grammys, vous avait demandé de faire plusieurs prestations le soir du gala, puis ça vous a mis la puce à l'oreille, non? Oui, on a peut-être une petite idée que ça va être un peu bizarre si on gagne pas. Ça va être un peu bizarre de jouer après, mais whatever, ça va. Tu sais. Mais ouais, voilà. Et puis sur les médias, sur le web, il y avait cette phrase qui est devenue virale sur le web, qui était quoi? C'était quoi? Je pense que je peux pas le dire au radio, mais... Allez-y. Who the F, c'est Arcade Fire? Tout d'un coup, tout le monde était comme, mais voyons, c'est quoi ce band-là dont on n'a pas... Exactement. Mais après, on a pris le slogan et on a fait un T-shirt avec. C'est notre meilleur T-shirt, je crois. Et là, Richard Reed Parry, vous êtes en train de travailler sur le prochain disque, mais ça doit être quand même assez compliqué parce que tous les membres d'Arcade Fire sont disséminés à travers la planète, là. Vraiment, vraiment, oui. On a comme notre batteur est à Australie maintenant. Il y a plusieurs membres à New York, 2 à New Orleans, puis 2 ici. Alors, c'était un vrai défi d'être ensemble pour un mois. Mais on a fait ça déjà comme dans la fin d'automne, early hiver. Puis on va le refaire aussi cet été, ce printemps. On est en train de travailler sur ça. Sur ce nouvel album-là, donc oui. à sortir prochainement. Alors, Bell Orchestre, ça faisait presque une douzaine d'années qu'il n'y avait pas eu un projet sur disque pour Bell Orchestre. Comment ce projet-là, qui est né un peu avant ou même presque en même temps qu'Arcade Fire, que vous avez cofondé, comment ces deux projets
se côtoient ou se font écho? Ben, l'orchestre, c'était toujours comme un peu plus temps partiel, mais pour moi, c'est comme ça fait juste une différence de temps et le temps passé dedans. C'est pas pour moi, c'est comme Arcade Fire, ça a tellement plus de recognition. De C'est plus reconnaissance, famous, en ouais. fait. Oui, Mhm, reconnaissance, c'est ça. Je m'excuse. Reconnaissance, puis c'est plus famous, c'est sûr, mais c'est comme, pour moi, c'est juste de la musique. Et toute la musique que j'ai fait, c'est même important pour moi. Et Bell Orchestre, c'était toujours super important pour moi. Et c'est juste difficile de trouver le temps entre les tournées, mais tout ça, toutes les demandes de la band. Mais c'était important de trouver le temps et on a enfin trouvé le temps d'être ensemble pour des petites sessions, comme deux fois, trois fois. Puis pendant cette période-là, on a eu le temps et l'opportunité de faire quelque chose de nouveau et quelque chose de spécial pour nous autres. Parce que Bell Orchestre, c'est ça, c'est un groupe de bien évidemment multi-instrumentistes. C'est 6 artistes, donc basés à Montréal ou en tout cas autour de Montréal. On va écouter un extrait de cet album-là, puis après, on va parler d'un peu comment ça a été enregistré, parce que vous avez une façon de créer des bulles bien à vous dans Bell Orchestre. Alors, on va écouter un extrait de ce 3e album intitulé House Music. Alors, on reconnaît le violon, notamment de Sarah Neufeld, bien entendu. Le 2e album avait remporté le prix Juno du meilleur album instrumental. C'était en 2009. Là, celui-ci, le titre, d'ailleurs, est comme merveilleux. House Music. Je trouve que c'est tellement drôle parce que c'est pas du house music, mais en même temps, pour vous, ça l'est. Comment vous enregistrez vos albums? Ben, celui-là, on a fait dans une grande maison aux campagnes à Vermont. C'était la maison de Sarah Neufeld. Puis on était comme juste divisés entre toutes les chambres de la maison. Puis c'est comme deux membres de la bande dans chaque chambre. Et on était installés, puis on a juste fait de la musique d'improvisation pendant comme 1 semaine, 10 jours, 2 semaines à la fois. Et c'est ça, on a enregistré tout et après, on a comme écouté à tout et on a juste trouvé des petits morceaux ou dans cette cas, un grand morceau qui est devenu l'album. Puis c'est ça. Tout se fait, Richard Reed Parry, en improvisation ou vous arrivez quand même avec un certain nombre de partitions? Comment ça fonctionne? Oui, c'est comme la plupart de cet album, c'est comme vraiment une session d'improvisation un jour, comme 1 heure et demie de la musique. Puis après ça, on a fait comme beaucoup de montage, beaucoup de mixage, beaucoup des expériments avec, mais la plupart de la matériel là, c'est comme un pensée collectif, si tu veux. Ouais. Comme un grand morceau, comme un grand morceau collaboratif. Exactement. Et après ça, vous avez monté dedans et ça donne donc 45 minutes pour cet album House Music. Vous avez testé qu'est-ce que ça pourrait donner en spectacle? Oui, on a déjà testé comme l'été de 2019, en fait. Fin de l'été, on a eu la chance de faire un arrangement pour tout l'album par un orchestre et on a fait 2 performances avec orchestre et 200 ou 300 peut-être à l'Allemagne et à Danemark, en fait. Avec notre ami conducteur André de Ritter, maestro. Donc, avec un orchestre symphonique, c'est ça. Il y a des rumeurs que vous allez le jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal? Mais c'était comme,
amazing, une grande opportunité, clearly. Oui, c'est notre maestro, en fait, notre ami André de Ritter, qui a proposé le projet de le faire avec l'OSM. Et on était tous d'accord, obviously. Puis oui, c'est ça, mais c'était supposé d'être comme l'automne passé, mais la pandémie et tout ça, obviously, tout était annulé pour l'instant. Mm-hmm. Mais ça a l'air que ça va aller cet automne de 21. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Alors juste pour qu'on puisse s'imaginer qu'est-ce que ça donnerait avec l'Orchestre symphonique de Montréal, on va écouter un autre extrait de cet album House Music. Cette fois-ci, c'est Movement et on essaie de s'imaginer là, avec l'orchestre que ça peut donner. Ça va être avec les voix comme ça, c'est absolument magnifique. Il y a beaucoup cette idée de Bitches Brew de Miles Davis qui revient beaucoup quand vous en parlez, quand les journalistes musicaux aussi parlent de l'album. Il y a ça qui était présent pour vous tout au long de l'album? Oui, c'est sûr. Comme juste l'idée de faire comme un grand, comme long form composition sans carte musicale en avance, tu sais. Mm-hmm. Avec pas de plan exactement, beaucoup d'espace pour l'improvisation, mais aussi avec une composition forte, une forme qui est claire, mais où il y a assez d'espace pour faire aussi des explorations, des petites areas musicales de faire explorer, tout ça. Et avec votre ligne de basse qui rythme un peu tout l'album aussi à travers ça. Des choses hypnotiques, des trucs comme de trance peut-être, vraiment des choses hypnotiques, mais comme d'où il vient beaucoup de choses qui peuvent se passer musicalement. Et vos projets musicaux sont quand même assez différents les uns des autres. Alors évidemment, on va suivre ce qui va se passer avec Bell Orchestre parce que vous venez de signer avec le label Erase Tapes, donc à la fin de l'année 2020, donc cette maison de disques britannique. Donc on suivra à l'international ce que ça veut dire, mais de toute façon, c'était déjà très, très bien reconnu à l'international, Bell Orchestre. Et là, il y a un projet, 2 albums. Donc Quiet River of Dust, qui est un projet que j'adore. Vous avez sorti un album en 2018, volume 1, 2019, volume 2. Et là, il y en a un sur lequel vous avez travaillé. Et si les premiers étaient inspirés de mythes bouddhistes, de folk britannique, d'un voyage au Japon, je me demandais, le prochain à sortir, quelles seront ses inspirations? Le prochain album? Mm-hmm. Le prochain album de moi va être un album duo qui est comme de composition avec une batteur des États-Unis, Suzy Ibarra, une batteur qui vient de Philippines et les États-Unis, incroyable batteur. Et ça va être une continuation de mon projet Music for Heart and Breath, qui vient d'un album qui était sorti comme 5 ans passés, je pense, 6 ans passés. Et c'est des compositions. Sur Deutsche Grammophon. Oui, c'est ça. Mais la prochaine va être un peu plus expérimentale que le Deutsche Grammophon. Alors, je pense que ça va être pas cette étiquette de disque-là, mais on va voir. Ah, OK, d'accord. Mais je veux quand même qu'on C'est un peu plus jazz que le Deutsche Grammophon va aimer, je crois. Je veux quand même qu'on écoute un extrait de Music for Heart and Breath parce que c'est vraiment un album qui est magnifique, qui est effectivement plus classique, un peu différent des autres projets. Et on a choisi la chanson For Heart, Breath and Orchestra. Ah.